Merci beaucoup. Nous sommes à nouveau d'accord sur le propos liminaire. Maintenant, il va falloir peut-être vous poser des questions pointues et je laisse la parole donc à notre rapporteur Jacques Grosperrin. Oui, je ne sais pas si nous sommes en tout cas, nous ne sommes pas dans un débat, nous sommes surtout dans une audition pour vous entendre, mais j'ai l'impression que nous vivons pas tout à fait dans le même monde, que l'école a bien changé et que véritablement, lorsque vous dites, et j'ai vu Jacques Legendre qui réagissait sur le nombre de remontées sur les non-acceptations de cette minute de silence, nous on a eu beaucoup plus de remontées, mais je voudrais juste vous dire une chose, c'est Jean-Pierre Aubin qui a fait un rapport en 2004 qui disait, il plaisantait et 10 ans après, ils sont partis au djihad. Il y a une commission qui montre qu'il y a 3000 personnes qui sont parties au djihad. Si on continue à travailler ainsi et puis à être dans le déni de ce qui se passe dans les écoles, nous aurons une société qui posera quelques types de problèmes, en tout cas dans quelques années. Et je crois qu'à un moment donné, il faut sortir de cela. Ma première question aura trait à cela. On a démocratisé l'accès à l'école sans démocratiser la réussite dans l'école. Je ne sais pas ce que ça veut dire et j'ai plutôt l'impression qu'à travers vous dites pédagogue, hein, ce n'est pas un procès aujourd'hui, et vous avez le droit de l'être et je vous le respecte, mais je crois qu'à être trop pédagogue, on a oublié peut-être à un moment donné ce qui était fondamental à l'école, c'est l'instruction, des grands textes, des grandes œuvres, de certains types de connaissances qui permettent à un élève de sortir justement de sa condition, et ce n'est pas en étant ou en ayant une école souvent trop bienveillante qu'on arrive à le faire. Ma deuxième question, c'est sur le diagnostic de la perte des repères républicains et la dégradation du climat scolaire. Bon, j'ai bien compris que pour vous, ça ne s'est pas trop dégradé, mais est-ce que vraiment pour vous la laïcité vous semble-t-elle une valeur républicaine menacée? Vous avez répondu en partie. Hein. La deuxième question, c'est une question qui a trait aux mesures annoncées dans le cadre de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Est-ce que ça vous semble satisfaisant? Et quelle autre mesure vous semble nécessaire pour rendre plus efficace l'apprentissage de la citoyenneté et l'intégration des élèves dans une communauté nationale? On parlait tout à l'heure de patrie et de nation. On ne nous a pas répondu parce qu'il nous semble que ça nous renvoie peut-être à un moment de l'histoire et à trop vouloir. À un moment donné, il faut peut-être aussi qu'on arrive à dire les choses. Et enfin, dernière question, n'attend-nous, est-ce qu'on n'attend pas trop de l'école? N'attend-on pas trop de l'école? Bon, le n'attend-on était difficile à dire. Dans le cadre des futurs programmes, est-ce qu'il ne faut pas justement revenir à ce qu'on appelle ces fondamentaux, qui sont la maîtrise de la langue française, des connaissances scientifiques et d'une histoire qui serait un récit national fédérateur? C'est plutôt cette question-là aussi que j'attendrai plus particulièrement de vous. Merci. Vous avez la parole. Alors, sur le monde dans lequel je vis, j'ai pas l'impression de vivre dans un monde qui soit hors de la réalité, bien au contraire. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que j'enseigne dans un lycée qui n'est pas un lycée forcément facile. J'habite dans la banlieue où j'exerce. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que quelquefois il y a un discours sur l'école qui est celui aussi de personnes qui le voient et qui rentrent ensuite chez eux le soir bien loin de là où ils enseignent. Donc je ne pense pas être dans le déni. Et si j'ai relativisé, c'est parce que je pense que d'abord il est toujours utile d'avoir de la nuance pour produire une analyse qui soit sérieuse. Et si j'ai relativisé, c'est aussi en m'appuyant sur ce que je vis dans mon établissement. Et je voudrais prendre cet angle-là, si vous le voulez bien, pour justement répondre à votre question et peut-être justement déjà esquisser quelques pistes. C'est un gros lycée, 2500 élèves. Mais l'avantage d'un gros lycée, c'est quoi? C'est qu'on a justement une réelle mixité sociale. C'est un lycée, oui, effectivement. Oui. Non, mais à côté, il y a des collèges. Justement, on reçoit les élèves de à peu près 15 collèges différents. Et donc, la mixité sociale, elle existe dans ce lycée. Et ça veut dire aussi que les effets de clivage, les effets identitaires, communautaires, sont peut-être moins vifs parce que justement, nous avons cette mixité sociale. Et c'est aussi parce que ce lycée, depuis de nombreuses années, travaille justement sur le vivre ensemble. Travaille sur des moments d'intégration, sur un sentiment d'appartenance. C'est aussi cela qui fait qu'on a pu éviter peut-être des manifestations
et je le répète, qui était pourtant envisageable, hein, étant donné l'endroit où nous sommes, nous avons pu éviter les manifestations les plus vives. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de prétendre que nous sommes un modèle, loin de là. Et en tout cas, je refuse avec force l'idée qui était contenue dans votre question d'un quelconque déni de ma part. Il y a eu effectivement, et je connais bien Jean-Pierre Aubin, et je respecte son travail, il y a eu effectivement des remontées, et il a alerté depuis 10 ans, depuis son rapport, sur les risques, les effets pervers qu'il pouvait y avoir, justement aussi, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure ce séparatisme social et géographique. Alors, ça me permet aussi de répondre incidemment à une des questions que vous posiez, en évoquant les propositions de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. À mon sens, une des réponses les plus pertinentes, mais qui doit s'inscrire dans le long terme, c'est justement peut-être de retravailler sur la carte scolaire. Ça me semble peut-être le plus important pour lutter contre les ferments, justement, d'un quelconque communautarisme. Mais au-delà de moi, je ne nie pas la dimension ethnique, la dimension religieuse. Hein, mais au-delà de la dimension ethnique, de la dimension religieuse, il y a aussi, j'ai envie de dire, les bonnes vieilles classes sociales qui sont derrière. Et il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier la dimension inégalitaire de l'école, comme j'essayais de le dire dans mon propos liminaire. Alors, vous m'avez posé aussi une question sur le débat, en gros, pédagogue républicain. Je ne souhaite pas tomber dans cette caricature. Les pédagogues ne sont pas des amuseurs, ne sont pas des personnes qui oublient d'une manière ou d'une autre l'instruction. Au contraire, ils la prennent très au sérieux. Peut-être bien plus au sérieux que ceux qui nous critiquent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous nous préoccupons d'un apprentissage qui soit un apprentissage durable et efficace. Mettre en place des dispositifs, mettre en place des situations qui permettent aux élèves de s'approprier vraiment les savoirs. Et ça ne veut pas dire du tout les découvrir par eux-mêmes, comme une caricature trop facile le laisse quelquefois penser. Eh bien, c'est faire en sorte que ce qu'ils apprennent ne soit pas oublié dès le lendemain de l'interrogation ou pour réciter, pour faire plaisir au professeur. L'apprendre durablement, ça passe en effet par l'agir, ça passe en effet par mettre les élèves en situation de se les approprier. Alors, il ne faut pas nier le par cœur, mais ça n'est qu'un dispositif parmi d'autres. Et justement, la pédagogie, c'est aussi reconnaître la diversité des profils d'apprentissage et comprendre qu'une seule méthode ne suffit jamais. Donc, c'est par la diversité des méthodes d'apprentissage qu'on peut justement répondre à la diversité aussi des élèves. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Sur la laïcité proprement dite, vous me demandiez si elle était menacée. Je n'ai pas d'avis, en tout cas, pour ma part, sur les aspects, je dirais, strictement enseignement des religions et développement d'un récit national, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Je ne suis pas professeur d'histoire-géographie, je suis professeur de sciences économiques et sociales. Je crois, en tout cas, je parlais, pour ma part, de connaissance de l'altérité, que la laïcité bien comprise passe justement non pas par la négation des différences, mais par la connaissance de ces différences dans un espace qui est préservé et qui est celui de l'école, mais justement avec cette dimension, je dirais, de connaissance et de tolérance. Et la dérive qui est celle de ces dernières semaines, me semble-t-il, est plutôt celle d'une position qui a été ressentie, en tout cas là où j'exerce et dans bien d'autres endroits, comme une position extrêmement intolérante presque.
Voilà, c'est un mot un peu provocateur, je suis sûr qu'il va faire réagir, mais je tenais à l'exprimer ainsi. Et la dernière question, c'était la démocratisation de la réussite, sans démocratiser la réussite dans l'école. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Je rappelais... Démocratiser l'accès à l'école sans démocratiser la réussite dans l'école. Alors, c'est un sociologue qui s'appelle Pierre Merle, qui, dans un de ses derniers ouvrages, parle de démocratisation ségrégative. Il est clair qu'en l'espace d'une trentaine d'années, on est passé de un peu moins de 30% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat à aujourd'hui 66-67% d'une classe d'âge au baccalauréat. Bien. On peut se dire, à la lecture de ce simple chiffre, qu'il y a eu une démocratisation. Pour ma part, je préfère parler de massification que de démocratisation. Mais en effet, on peut s'en réjouir. Sauf que quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que, l'accès au bac général, LESS, il est resté depuis 20 ans constant, à peu près 30%. Et donc l'augmentation de l'accès au bac, il est lié essentiellement au développement des bacs techniques et professionnels. Bien. Et lorsqu'on regarde, alors je n'ai pas toutes les statistiques sous les yeux, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, lorsque l'on regarde les statistiques d'accès au baccalauréat, on s'aperçoit que les écarts entre les catégories socio-professionnelles se sont accrus au cours des 20 dernières années. L'ascenseur social, il est en panne. Et il est même en réparation pour un bon bout de temps, puisque ça fait à peu près une vingtaine d'années que cet accès-là est remis en question. Donc voilà, hein, je crois que c'est cela que veut dire Philippe Mérieux quand il dit qu'on n'a pas démocratisé l'accès à l'école. C'est dans ce sens-là. Et c'est ce que dit aussi le rapport PISA. Merci. Une autre question, Monsieur Quesnel? Oui, j'aurais voulu poser plusieurs questions, mais je vois qu'il y a des tas de collègues qui en ont envie également, donc je vais être relativement bref. Je constate que vous avez bien démarré, enfin à mes yeux, en disant comment faire vivre les valeurs, s'appuyer sur ce qui marche. Je me suis dit enfin quelqu'un qui ne jargonne pas et qui sait de quoi il parle, et en même temps qui est voilà, très actif. Malheureusement, j'ai constaté que vous êtes rentré dans un langage relativement commun en disant que voilà, nous sommes dans un système inégalitaire, une école injuste, etc., tout en regrettant d'ailleurs qu'il n'y ait pas l'effet PISA chez nous, ce qui est quand même un peu une contradiction dans votre approche, dans la mesure où, de toute façon, rendre l'école égalitaire et mettre, ça veut dire, un nivellement par le bas, très souvent, dans la traduction concrète de la réponse enseignante. Alors, j'ai plusieurs questions très pragmatiques, excusez-moi, mais vous faites un constat qui peut être partagé. Simplement, bon, vous êtes également formateur en SP, et je me dis, bon, comment vous formez les enseignants qui arrivent? Parce que nous avons vu tout à l'heure et entendu que les enseignants n'adhèrent plus aux valeurs de la République, et ça ne fait plus partie de leur ADN. Et moi je dis, bon, les enseignants que vous formez en SP, vous les formez à la didactique de votre discipline, ou vous les formez également à une approche plus généraliste? C'est important parce que c'est la formation de base finalement qui forge aussi un enseignant. Plus encore les chefs d'établissement et les trucs. Alors est-ce qu'il n'y a pas là une lacune en termes de formation? Parce que nous aurons certainement des propositions concrètes aussi, j'imagine, dans notre commission à élaborer. Est-ce qu'il n'y a pas une lacune dans le recrutement? Est-ce qu'il n'y a pas une lacune dans la formation? Et est-ce que ça relève du domaine politique à vos yeux? Ou est-ce que ça relève de la hiérarchie de l'éducation nationale? Ou est-ce que ça relève aussi, ou est-ce que c'est le fruit d'une co-gestion au sein de l'éducation nationale? En clair, concrètement, pratiquement, la posologie que vous souhaitez, ou que nous souhaiterions et que je souhaiterais à titre personnel, comment vous la voyez concrètement?
il se trouve que, bon, accessoirement, j'étais inspecteur dans votre discipline et que je respecte beaucoup d'ailleurs. Donc, voilà. Mais j'aimerais, moi, du concret, du pratico-pratique, parce que le constat et la réponse langagière uniquement ne me satisfait pas. Alors, Monsieur Savin. Merci Madame la Présidente. Une question aussi assez rapide. L'école n'est-elle pas tout simplement le reflet de notre société, une société qui est en perte de repères, de valeurs et de sens commun? Vous le dites vous-même, hein, vous l'avez précisé tout à l'heure, le système éducatif est inégalitaire, et vous avez répété aussi qu'avec des pertes des repères républicains. Alors, à vous entendre, j'ai l'impression que la mixité, l'intégration, et là aussi vous y êtes revenu dessus, à vous entendre, hein, sont incompatibles avec le respect, la morale et le lien social dans certains établissements. On a l'impression qu'on a à choisir entre une politique assez consensuelle pour respecter des équilibres dans les établissements, notamment celui que vous avez cité, mais qu'on peut retrouver dans certaines villes de France, avec ces aspects qui sont quand même importants et qui ont un peu disparu dans certains établissements. On l'a vu avec les derniers événements. Donc la question, est-ce qu'il vous semble possible de recréer vraiment un lien dans les établissements, dans l'école, entre, bien sûr, cette volonté de continuer à avoir une politique d'intégration et de lien social, mais surtout aussi retrouver des aspects sur la morale, le respect des uns et des autres, sur les respects républicains. Voilà. Donc, est-ce que ça est possible aujourd'hui dans l'éducation? Est-ce que les enseignants, je reviens sur la question de mon collègue, sont formés pour ce type de travail auprès des élèves? Monsieur Legendre. Oui, merci Madame la Présidente. Je dois dire d'abord que j'ai un peu hésité à prendre la parole parce que notre commission est filmée et que j'ai eu la surprise de voir mes paroles déformées à l'occasion d'une précédente intervention que j'avais faite où j'avais traité de l'enseignement des secondes langues. Et on a voulu me prêter l'idée que je voudrais substituer l'arabe au français dans certains cas. C'est vraiment étonnant, s'agissant d'un défenseur quand même connu de la francophonie, que je crois être depuis longtemps. Donc voilà, je voulais le dire. J'espère que la malhonnêteté intellectuelle ne se manifestera pas une fois de plus par le découpage de propos qui vont pu être par ailleurs filmés. Ceci dit, je prends le risque de m'exprimer. Je voudrais vous remercier, monsieur, de venir, d'avoir surmonté vos présupposés quant à l'intitulé de notre commission pour venir devant nous. Ça a été dit un petit peu vite, mais j'ai cru entendre quand même tout à l'heure que le CRAP avait une définition qui était de changer l'école pour changer la société. Oui. Bien, c'est un objectif parfaitement compréhensible, mais c'est un objectif politique, au sens le plus noble du terme, mais c'est un objectif politique. Je crois qu'il est bon de le dire et de le rappeler, car on peut avoir des débats dans le cadre républicain sur la nécessité de changer l'école, de changer la société, dans quelle direction, et on doit s'interroger à ce moment-là, quand même, sur le respect ou sur la conception de la laïcité qu'on peut avoir derrière ça, puisque la laïcité, le président intervenant nous le rappelait tout à l'heure, suppose aussi l'absence de prosélytisme. Voilà, donc je voulais poser cette petite question qui me paraît quand même, si vous voulez, un élément important, respectable, mais il y a un débat. Et je crois qu'il faut le dire ici et qu'on ne peut pas, si vous voulez, le cacher. On peut aussi penser que l'école doit s'efforcer d'assurer une éducation de qualité à tous les élèves, sans pour autant, vous pensez à travers ça, changer la société qui est aussi, pour nous, républicaine et démocratique, à laquelle nous sommes attachés. Vous avez parlé aussi, monsieur, du lycée. Je trouve que du baccalauréat. Il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps à faire un rapport sur le baccalauréat il y a quelques années, qui a été d'ailleurs approuvé
par la commission de l'éducation. Vous avez sans doute raison de dire que nous avons massifié, pas seulement démocratisé. Mais tout de même, on peut penser que le niveau moyen d'instruction s'est trouvé fortement augmenté dans ce pays et que le vrai problème, c'est que dans nos réflexions et dans nos idées, la détention du baccalauréat ouvrait droit à des fonctions de responsabilité et qu'à partir du moment où tout le monde accède à ce niveau, la compétition se trouve reportée à un endroit supérieur. Donc je crois qu'il faut dire aussi, et c'est parfois douloureusement ressenti, en particulier par les jeunes dont les familles n'ont pas accédé auparavant à l'éducation et qui, en obtenant le baccalauréat, ont l'impression d'avoir touché le premier grade de l'enseignement supérieur quand même. La déception est sans doute plus grande à ce moment-là. Je crois qu'il faut le rappeler et qu'il faut peut-être le dire. Le dernier point, et ça touche à la réforme des collèges qui vient de nous être proposée. Je crois qu'on a le droit d'avoir un débat aussi, j'aimerais peut-être que vous le précisiez, sur l'intérêt qu'il y a à améliorer l'enseignement de chaque discipline ou le fait de recourir à des enseignements interdisciplinaires. Pensez-vous vraiment que le recours à l'interdisciplinaire va améliorer la qualité de l'enseignement disposé aux jeunes, ou bien est-ce que l'amélioration de l'enseignement des enseignements disciplinaires avec des programmes disciplinaires précis n'est pas aussi une façon d'améliorer la qualité et donc d'aller dans le sens de la démocratisation de qualité de notre enseignement. Excusez-moi pour cette rafale de questions. Vous voyez que j'avais quand même le besoin d'obtenir quelques réponses de votre part. Merci, Monsieur Legendre. Nous reviendrons sur votre propos liminaire tout à l'heure parce que je suis un petit peu étonnée, mais donc nous allons y remédier, bien sûr. Et la dernière question à Mme Tronlet, et après je pense, Monsieur, que vous aurez... Ah, pardon, je ne l'avais pas vu, pardon. Oh là là, alors, là, vous imaginez... De regrouper toutes les questions. Bon. Alors, vas-y. Restreindre à être très très brève. Merci Madame la Présidente. Monsieur Waterloo, j'ai 3 questions très brèves. La première, vous avez dit qu'il y avait peu d'incidents dans votre établissement parce que préalablement de nombreuses actions avaient été menées. Donc je souhaiterais concrètement savoir quelles sont ces actions qui ont été mises en œuvre. Ma deuxième question est davantage une remarque. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de choc PISA en France. Je crois qu'on en a beaucoup parlé du problème du niveau de nos élèves, notamment avec la mise en œuvre des rythmes scolaires. Point d'interrogation, mais plutôt remarque. Et enfin, j'ai été quelque peu heurtée lorsque vous avez décliné le fait inégalitaire de l'accès des élèves au baccalauréat, lorsque vous avez parlé des filières professionnelles et que vous avez considéré que... J'ai compris ceci dans vos propos, que les filières générales étaient la voie royale et les autres étaient quelque peu les voies un petit peu de garage. Moi, je fais partie de ces gens-là qui considèrent que les filières professionnelles sont gages d'emploi et plus il y aura d'élèves dans ces filières, plus nous aurons des futurs, des personnes qui trouveront un emploi, qui seront des gens insérés dans notre société, qui seront bien, si je puis me permettre, dans leur basket, bien dans leur vie. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants, peut-être, vous avez peut-être pris le critère social, certes, mais pour autant, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est que le jeune trouve un emploi et s'insère dans notre société. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Voilà, c'est ma troisième question. Merci à vous. Je donne la parole à Monsieur Kern qui veut rebondir, puisqu'apparemment c'était sur le même sujet, et Madame Jourdain. Tout à fait, c'était sur le même sujet. C'était sur le même sujet, donc je ne vais pas revenir sur les valeurs républicaines, parce que les collègues l'ont déjà évoqué. Et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire ma collègue Catherine Tronlet, puisqu'effectivement, moi aussi, j'avais compris que pour vous, la démocratisation de l'école passe justement et uniquement par la filière de l'enseignement général. C'était un peu ce qu'on avait ressenti. Donc là aussi, je crois que, comme Catherine, je pense que la réflexion des jeunes et surtout des parents d'un certain niveau social, comme vous le dites,
se tournent vers l'emploi et donc vers l'enseignement professionnel et technologique. Mais là, ce qu'il faut noter, est-ce que vous ne croyez pas que la réforme justement des baccalauréats technologiques qui a eu lieu maintenant il y a 3 ans, si je me souviens bien, 3 ans puisque j'étais enseignant là-dedans, cette réforme est très mal perçue, aussi bien au niveau des élèves, des enseignants et du monde professionnel. Parce que avant les baccalauréats technologiques, il y avait plusieurs possibilités après, mais il y avait la possibilité notamment des études post-bac courtes qui, aujourd'hui, les jeunes qui arrivent en post-bac, puisque j'étais enseignant en post-bac, n'ont plus le niveau pour passer, par exemple, un BTS en 2 ans. C'est beaucoup trop court et donc on est en train de réformer le BTS. J'ai peur qu'on est en train de réformer le BTS pour leur permettre d'avoir un niveau Bac plus 2 qui ne correspond plus au niveau Bac plus 2 tel qu'on pourrait l'attendre. Et puis, juste une petite réflexion, parce que vous avez dit au niveau de la pédagogie, il y a plusieurs outils. Je crois qu'un des outils qu'on néglige, mais qui pour moi est quand même essentiel, c'est que la pédagogie, c'est quand même l'art de la répétition. Madame Jourdain ? Oui, simplement, vous avez dit, monsieur, dans votre propos liminaire, lorsque vous avez expliqué les réactions que vous aviez eues par rapport à l'intitulé donc, de la dite commission, vous avez évoqué la perte des valeurs républicaines, mais surtout les difficultés des enseignants. Dans votre discours, le discours qui a suivi, vous n'avez pas du tout évoqué ces difficultés-là. Ensuite, monsieur, vous avez dit, et j'aimerais que vous l'éclaircissiez parce que, bon, je l'ai dit très simplement, je suis issue de l'enseignement, je ne suis pas enseignante moi-même, mais je suis très attachée aux valeurs de l'école parce que l'école, on aime y entrer, on aime s'y former, que ce soit à la maternelle, au primaire, au collège ou au lycée ou à l'université, mais à un moment, elle doit donner les outils pour donc assumer sa propre vie à l'extérieur de l'école. Il y a fort heureusement des enseignants, mais ensuite il y a, et nous avons tous en mémoire des enseignants qui nous ont formé l'esprit critique dont vous avez parlé et qui nous ont donné donc le registre des valeurs. Donc vous avez dit une phrase qui m'a un peu heurtée, je suis républicaine, lorsqu'on parlait des valeurs de la République, même si je me sens plus démocrate. J'ai pas trop compris qu'est-ce que vous avez voulu exprimer donc par cela. Et ensuite, je vous demanderai, monsieur, appartenant à un collectif donc laïque dans mon département, quelle est votre définition personnelle et comment vous appréhendez la laïcité? Parce que je n'ai pas trop bien senti quelle en était votre définition. Merci beaucoup. Oula, Eh bien, voilà, donc, bon courage. un petit quart d'heure pour essayer Voilà. de répondre à tout ça. Alors, d'organiser mon propos. D'abord, peut-être un petit point sur le slogan, si je puis dire, enfin, c'est la devise du CRAP, changer la société pour changer l'école pour changer la société. Vous dites que c'est un slogan politique, oui, c'est un slogan politique. Et je m'adresse ici à des hommes et des femmes politiques. Il n'y a pas plus politique, en effet, que la pédagogie, que l'éducation, parce que, je le répète, ce sont des valeurs mises en action. Et je m'adresse à des gens qui savent parfaitement ce que cela veut dire, puisque dans votre action quotidienne en tant qu'élu, vous ne faites rien d'autre, et c'est énorme, que de mettre en action des valeurs. Voilà. Et donc, finalement, je ne veux rien dire d'autre que cela. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il s'agit d'avoir une démarche partisane? Bien évidemment, non. Il ne s'agit pas d'une démarche partisane. Quand nous disons, depuis plus de 40 ans maintenant, puisque les quais pédagogiques sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que nous voulons changer la société, c'est parce que, et ça permet aussi de répondre à la question sur qu'est-ce que c'est qu'être démocrate, mon allusion à la démocratie et à la phrase de Gambetta tout à l'heure, ça veut dire que nous ne nous accommodons pas d'avoir toujours 20% d'une classe d'âge qui se trouve en situation d'échec, qui se trouve sortir du système éducatif sans rien. C'est ça dont ne nous accommodons pas. Voilà. Et c'est là-dessus que nous voulons effectivement agir. Et j'ai souvent l'habitude de dire que changer la société pour changer l'école, c'est
quelque chose qui est, quand c'est mal compris, quelquefois vu comme une phrase très ambitieuse, c'est au contraire extrêmement modeste. Ça veut dire que contrairement à certains, contrairement à d'autres, on n'est pas dans l'attente du grand soir, on est plutôt dans les petits matins où chaque jour on va à l'école pour agir ici et maintenant, justement, pour essayer de mettre en cohérence notre volonté de lutter contre les inégalités sociales au service des enfants qui nous sont confiés. Et dans une démarche qui est absolument pas partisane, mais bien au contraire, de lutte contre les inégalités. Je n'ai rien dit d'autre que cela. Et ça me permet de rebondir sur ce que je disais en disant que je me sens plus démocrate que républicain, dans le sens où, comme j'évoquais tout à l'heure Gambetta, la démocratie, c'est pas de dire vous êtes tous égaux, c'est justement de se donner les moyens. Et quel plus beau moyen que l'école que justement de se saisir de ce moyen qu'est l'école pour en faire. Quand je disais tout à l'heure que la promesse républicaine était malheureusement remise en question aujourd'hui, c'est parce que voilà, ce que l'on a ressenti dans les quelques manifestations, les refus des commémorations, c'était quoi? C'était ce sentiment qu'avaient certains, qui avaient eux et nous, qu'on était dans une situation où il y avait des personnes, des jeunes, des moins jeunes aussi, qui se sentaient exclus de la société. Et je crois qu'il faut que nous travaillions tous à notre niveau. Et moi, en tant qu'enseignant, c'est ce que je m'emploie à faire au quotidien. Demain, je retrouve mes élèves dans mon lycée. Hein. Je ne suis pas hors du monde, hein, pour revenir sur le débat que nous avions tout à l'heure, pour justement faire en sorte que tous puissent réussir. Voilà, donc mon parcours aussi plaide pour moi. Moi, je suis fils d'ouvrier. Mon père a été taulier chaudronnier, ma mère dactylo. Voilà. Et l'école m'a beaucoup apporté. Donc, et parmi ma famille, j'ai des personnes qui sont passées par l'enseignement professionnel. Donc, je voudrais vraiment vous rassurer là-dessus. C'est pas du tout dans cet esprit-là. Je me suis là, justement, j'ai été un très mauvais pédagogue puisque je me suis très mal fait comprendre à ce niveau-là. Voilà. Alors, autre question qui a été évoquée, puis je voudrais après consacrer un temps un petit peu plus long à la formation des enseignants. Je sais que c'est quelque chose qui vous est cher aussi. J'avais lu attentivement votre rapport, avec lequel j'étais d'ailleurs assez d'accord sur plein de points. Mais d'abord revenir sur d'autres aspects. Alors vous évoquiez l'interdisciplinarité au collège. Il ne s'agit pas, me semble-t-il, dans l'esprit de cette réforme du collège, de nier les disciplines. On a trop souvent mis cela en avant d'une manière un petit peu fantasmée. Hein. Je crois qu'il faut faire attention à cela. Je résumerai la problématique de la manière suivante. L'interdisciplinarité, qui ne représente que 15% du temps dans la réforme du collège, hein, c'est pas la révolution, hein, c'est vraiment une évolution. Ça consiste à se demander comment moi, enseignant, avec ma spécificité disciplinaire, avec une très bonne maîtrise de ma discipline, ça suppose qu'on soit vraiment très pointu sur ce qu'on enseigne, sur l'épistémologie de ce qu'on enseigne, etc. Je peux contribuer à créer des compétences et à transmettre des savoirs qui sont en partie spécifiques à ma discipline et en partie partagés. L'enjeu, quel est-il? L'enjeu, c'est de créer de la cohérence, c'est de créer du sens. Ce qui crée la difficulté scolaire, en tout cas un des aspects qui crée la difficulté scolaire, c'est la difficulté qu'ont certains élèves à trouver du sens à ce qu'on leur enseigne, de trouver de la cohérence. On est dans un enseignement qui est cloisonné d'une discipline à une autre. Et ils ne voient pas souvent le rapport qu'il peut y avoir entre les différentes disciplines. L'enjeu, c'est quoi? C'est simplement de rendre tout cela plus cohérent, d'amener effectivement à travailler en équipe sur un certain nombre d'objets, sur un certain nombre de savoir-faire, afin que les élèves puissent mieux apprendre. Et donc, c'est aussi lutter contre les inégalités, me semble-t-il. Alors, sur l'enseignement de la morale, rien, pour moi, ne s'oppose à l'enseignement de la morale. Bien au contraire, nous avons fortement milité au sein des cahiers pédagogiques
pour ce développement de l'enseignement moral et civique. Nous avons consacré plusieurs numéros à cela. Laurence Lefel, qui était présente juste avant moi, a participé à un de nos numéros des cahiers pédagogiques sur ce sujet. Ça nous semble extrêmement important. Encore une fois, je vais simplement redire ce que j'ai déjà évoqué sur ce point. Il ne s'agit pas de tomber dans un discours uniquement descendant sur l'enseignement de la morale. On n'est plus au temps où on va faire ânonner évidemment des phrases de morale, mais comme le disait Laurence Lefel elle-même, il s'agit de mettre en place des dispositifs, la discussion à visée philosophique, le débat argumenté, etc., qui permettent aux élèves de s'en emparer et de se les approprier. Ça me semble le point important. Alors, sur la formation, parce que je vois l'heure qui tourne, et c'est effectivement un sujet essentiel. Alors, y a-t-il suffisamment de choses qui sont faites aujourd'hui en matière de formation des enseignants aux valeurs de la République et de réflexion sur ce sujet? La réponse, me semble-t-il, est non. En effet, il est clair qu'aujourd'hui, cela ne représente qu'une petite partie dans un quart de la formation. Je m'explique. L'essentiel de la formation des enseignants au sein des SP, en M1, elle est tournée autour de la préparation au concours. Il y a cette logique-là qui s'impose. Voilà. Et en M2, donc, vous le savez, il y a à ce moment-là cours la moitié du temps pour les stagiaires, et puis l'autre moitié en formation. L'essentiel de la formation, à peu près les 3/4, est une formation essentiellement disciplinaire. Et le quart restant, c'est ce qu'on va appeler la culture commune. C'est le terme qui a été utilisé, retenu pour désigner ce qui va être proposé à l'ensemble des enseignants en même temps, puisque l'idée, c'est que ces valeurs républicaines, nous les avons en partage. Et il ne s'agit pas, bien sûr, d'avoir un enseignement spécifique des valeurs républicaines pour les profs d'histoire géo, pour les profs de SES, pour les profs de maths, etc., mais de les rassembler sur ces objets-là. Donc, ce quart restant, la culture commune proprement dite, après, il y a des tas de choses dedans, c'est-à-dire il y a à la fois la prise en compte du handicap, la différenciation, l'éducation prioritaire, et puis donc les valeurs républicaines, la laïcité. Cela dépend des SP. La situation est très hétérogène, très différente selon les écoles supérieures du professorat et d'éducation, mais bien souvent, ça passe essentiellement, et encore une fois, on retrouve un peu ma rengaine depuis le début de cette intervention, c'est bien souvent sous une forme très descendante, très frontale, que ça se passe, c'est-à-dire dans un amphithéâtre avec quelqu'un qui expose et des étudiants qui, avec plus ou moins de bonheur, prennent des notes. Je ne pense pas que ça soit la meilleure manière de, là encore, faire réfléchir sur la laïcité, faire réfléchir sur toutes ces questions autour de l'intégration, la gestion de classe, etc. Il me semble que ça doit passer par des petits groupes, ça doit passer par une réflexion qui se fasse par l'échange, parce que l'échange entre enseignants, c'est aussi une forme de formation. On ne peut pas être uniquement dans le descendant. C'est quand on échange qu'on construit aussi son savoir professionnel, me semble-t-il, quand on le confronte avec les autres. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit être en effet amélioré. Amélioré aussi au niveau peut-être du concours. Peut-être que là aussi, faut-il mettre un peu plus d'importance, un peu plus le focus sur cette dimension dans le concours, et en particulier à l'oral du concours. Pour l'instant, c'est une question. Vous vous rappelez que dans le système précédent de formation, il y avait cette fameuse épreuve de agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable, qui a été vécue par certains, à tort, me semble-t-il, comme une sorte d'épreuve d'obéissance, alors qu'il s'agit tout simplement de connaître les règles et les valeurs qui sont celles de l'endroit où on va travailler quand même pendant un certain nombre d'années. Donc c'est aussi simple et bête que ça. Et il me semble que là, il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Mais ça, c'est peut-être aussi une des conséquences je dirais, du vice qui n'est même pas caché, mais qui est au cœur même de la formation des enseignants, c'est-à-dire qu'on a placé le concours en M1, c'est-à-dire au milieu d'un cursus M1, M2, et donc avec une formation essentiellement disciplinaire,
Moi, j'étais plutôt partisan, je dis ça en souriant et en vous regardant, Monsieur Gros-Perrin, parce que je sais que vous aviez porté cela aussi, d'un concours en fin de licence, un concours d'entrée, qui ensuite donne lieu à une formation qui soit beaucoup plus collective et qui permette de faire réfléchir aussi les enseignants sur des valeurs communes. Madame Lefel, tout à l'heure, évoquait la Belgique. En Belgique, les enseignants, à la fin de leurs études, prêtent ce qu'on appelle le serment de Socrate. Serment de Socrate qui est très simple et qui dit en gros qu'il s'engage à enseigner et à faire réussir tous les élèves. Et cet enjeu-là semble d'une telle évidence, certes, mais faire réussir tous les élèves. Et pour moi, ça me permet de revenir encore une fois sur mon propos essentiel. Faire réussir tous les élèves, ça veut dire effectivement lutter véritablement pour que l'école ne soit pas celle qui crée de l'échec. Je dis souvent que l'échec, c'est une sorte de maladie nosocomiale de l'école. Hein. On va à l'école et on attrape l'échec. Et lutter contre l'échec et faire en sorte que justement ces phénomènes d'exclusion, ces phénomènes d'inégalité sociale, alors certains s'en étonnaient tout à l'heure, mais je crois qu'ils sont malheureusement incontestables. Il faut bien voir que c'est la réalité des écoles aujourd'hui. Et au-delà des aspects ethniques, des aspects religieux, c'est vraiment ce point-là qui est essentiel à comprendre. Il y a des inégalités sociales et il faut les combattre pour éviter justement de tomber dans le ferment de l'exclusion, dans le ferment du communautarisme. Et c'est à mon sens peut-être là qu'on arrivera vraiment à faire vivre et non pas seulement transmettre les valeurs de la République. Merci beaucoup, monsieur. Donc, il nous reste encore une fois à trouver des préconisations qui soient applicables et appliquées. Je vous remercie beaucoup.